sociologue qui refuse d'être vocalisé et plus voyeur que scientifique. C'est un réactionnaire qui n'aime pas les conservateurs et utilise Joseph de Maistre pour analyser les rêves partis. C'est un catholique non chrétien qui croit au Félix culpa de Saint-Augustin. C'est un fils de Dionysos qui oppose le sensuel au Prométhée rationaliste. Et ce soir, avec lui, nous allons parler de ces bagages inutiles que la modernité a laissés sur le bas-côté. Le professeur Michel Maffezoli, bonsoir. Bonsoir, cher ami, bonsoir. Michel Maffezoli, vous dites que vous n'avez pas envie qu'on dise de vous que vous êtes sociologue, parce que vous dites Heidegger ne se disait pas philosophe, et vous n'avez pas envie d'être vocalisé, finalement, comme un cornichon ou comme avec à qui on met une étiquette. Donc comment vous définiriez-vous ? Non, mais il est vrai que j'ai occupé pendant, je crois, 35 ans la chaire de sociologie générale à la Sorbonne, qui était la chaire d'Urkheim. Mais comment dire cela ? Je suis fidèle et de plus en plus, même si maintenant je ne suis plus en activité, à ce qu'était en son sens étymologique l'universitas. Quand la Sorbonne est fondée, c'était, soyez-y attentifs, c'était justement pour lutter contre ce qu'on appelait les écoles cathédrales, c'est-à-dire le seul endroit où on enseignait. Et les écoles cathédrales, si je puis dire, formaient les fonctionnaires du moment, c'est-à-dire les curés. Voilà. Et quand l'université se fonde, alors avec ce qu'on appelle les mendiants, les frères mendiants, les franciscains ou les dominicains, saint Thomas d'Aquin, bien sûr Albert le Grand, saint Bonaventure, etc. C'était en gardant cette idée de universitas, c'est-à-dire non pas simplement une discipline, mais quelque chose qui faisait ce qu'en termes savants on appelait le quadrivium ou le trivium. Quadrivium, c'est-à-dire il y avait le droit, la médecine, la philosophie, la théologie, etc. Voyez, voilà. Et donc, personnellement, je suis resté sur cette vieille idée, encore une fois, où on n'a pas à être enfermé dans une discipline. Il ne faut pas oublier que l'aspect disciplinaire des choses est intervenu uniquement au XIXe siècle, finalement. Bien avant, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait quelque chose qui faisait que c'était assez transversal. Voilà, c'est tout. Eh bien, c'est en ce sens, si vous voulez, que je dis, bien sûr, j'ai occupé la chaire de sociologie, mais j'ai un double doctorat, j'ai un doctorat de philo, de sociologie, et même par rapport à mes chercheurs et mes étudiants, je rappelais qu'il fallait piocher ici ou là ce qui nous paraissait important pour analyser le fait social. Voilà, Et du coup, ça m'a valu pas mal d'ennuis d'ailleurs, de la part de mes chers collègues sociologues. À la fois, ils ne pouvaient pas trop m'embêter puisque j'étais titulaire d'une chaire prestigieuse, et en même temps, et je prenais des sujets qui étaient des sujets très divers. C'est moi qui ai commencé à faire des études à l'époque sur le Technival. J'ai créé un groupe sur l'homosexualité. À l'époque, c'était pas chic, c'était à la demande de Michel Foucault en 83, 82, 83. Vous voyez, j'avais des sujets qui étaient comme ça, disons, à mon avis, de la vie sociale, mais qui ne pouvaient pas être précisément ciblés ou limités dans une discipline. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si c'est une vraie réponse, mais disons, revenir, vous avez dit à juste titre, cela ne me gêne pas, et au contraire, réactionnaire. Moi, si je suis réactionnaire, c'est dans le sens simple du terme, être attentif à la tradition, à ce qui nous a été donné et que dans notre progressisme bené, on avait cru dépasser. Non, moi, je crois aux racines, à l'importance des racines. Et vous dites que vous n'êtes pas non plus scientifique, parce que vous aviez écrit un livre qui s'appelait La connaissance ordinaire, qui était un livre d'épistémologie, où vous expliquez que finalement, quand la sociologie est née, elle a voulu copier la vraie science. Oui, pour cela, faire de la taxinomie, nommer les choses. Et c'est pour ça que vous ne vous définissez pas comme un scientifique. Vous n'êtes pas là. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes plus voyeur que scientifique, ou vous ressentez les choses ? Oui, non, mais je le dis que je suis un voyeur, en disant le voyeur peut devenir un voyant, ou je dis aussi, pour me moquer un peu de mes chers collègues, que je suis un renifleur du social, et que c'est vrai. Non, dans la connaissance ordinaire, je montrais qu'on pouvait avoir une connaissance rigoureuse, sans forcément copier le modèle scientifique, qui a sa légitimité, soyons clairs. Moi, je dis uniquement avec humilité, non sum dignus, je ne suis pas digne. Pourquoi ? Parce que dans le fond, le modèle scientifique, et vous avez employé le mot taxinomie, c'est ça, qui fait des règles, qui établissent des lois.
je considère que pour ce qui concerne la vie sociale, c'est pas évident de faire des lois. Intangibles. Le propre d'une loi, c'est intangible. Et j'ai de grands amis avec qui je discute souvent, des vrais scientifiques, Luminet, pour ne pas le nommer, par exemple, astrophysicien, et qui est tout à fait en accord avec ce que j'essaie de dire. Voilà, donc c'est pas infamant de dire je ne suis pas scientifique, j'essaie d'être rigoureux dans mon approche. Mais il est vrai que très souvent, d'ailleurs, quand je commence une conférence, je précise cela. Voilà. Oui, on est toujours à la phase de présentation, là. Oui. Et alors, même, on va pas parler de votre vie, parce que vous dites la phrase d'Heidegger, qu'est-ce que c'était sa vie, il est né, il a travaillé, il est mort. Et ce qui est assez amusant, c'est que vous analysez les figures postmodernes, mais au fond, vous-même n'êtes pas du tout une figure postmoderne. Ça, vous seriez beaucoup plus un petit bourgeois travailleur qui, comme votre père était mineur, travaillait avec son stylo. Et au fond, d'ailleurs, le travail, c'est pas tellement une valeur postmoderne. Donc, en fait, vous êtes pas du tout une figure machiavélienne, en fait. Exactement. Je vous remercie de le rappeler. C'est amusant. Hier, j'étais interviewé et je le disais également. Et je le dis souvent dans mes conférences. Ce que je décris sur la postmodernité, c'est pas ma vie. Moi, vous avez raison, je suis un travailleur, je suis rationaliste, j'ai 4 filles, j'ai des petits-enfants, j'ai une famille établie, etc. Vous voyez, donc, une femme protestante, non? Alors, de surcroît, oui, c'est le malheur de ma vie, j'ai épousé une luthérienne. Mais enfin, les luthériens sont supportables, disons. Voilà. Non, voilà, pour dire que, soyons clairs, j'étais tout de même disciple de Julien Freund à Strasbourg. Et c'est lui qui m'a initié à la pensée weberienne. La pensée weberienne, c'est cette idée de neutralité axiologique. C'est-à-dire, je ne dis pas si c'est bien, si c'est mal. Je ne dis pas ce que devrait être la société, etc. Je fais des constats, en effet, on pourra en parler, sur les caractéristiques de la postmodernité, d'une modernité qui est en train de s'achever. Mais à titre tout à fait personnel, je suis peut-être le contraire de cette postmodernité. Oui, tout à fait. Et notamment sur cette idée de neutralité axiologique, vous dites que tout peut finalement être objet sociologique. Et vous dites notamment le mot expérience, qui vient du latin, qui veut dire périr à soi pour naître à l'autre. Et c'est à partir du moment de ces expériences que vous avez fait des thèses, par exemple, sur l'astrologie avec Elisabeth Tessier, qui était astrologue, et vous avez pris pour faire des thèses sur certains sujets, des gens qui étaient eux-mêmes impliqués dans l'expérience de ces sujets, qui n'étaient pas dans les Durkheimiens de voir les trucs de très loin, de loin d'un bureau, quoi. Oui, Durkheim, puisque j'ai occupé sa chaire, j'étais pas du tout durkheimien, pour tout vous avouer. Mais enfin, j'ai dû faire des préfaces sur son œuvre, qui est une œuvre pas négligeable du tout, avait cette formule, il faut considérer les faits sociaux comme des choses. Un petit côté un peu objectif et exagéré. Pour ma part, je considérais qu'il pouvait y avoir un processus d'implication, en effet, quitte à justement analyser ce processus, et on le faisait bien évidemment. Alors vous avez signalé cette thèse qui m'a valu beaucoup d'ennuis d'Elisabeth Tessier, qui est une bonne thèse et que personne ne sait ce que c'est. Elle était médiatisée, cette femme, en même temps astrologue, c'est vrai, et donc elle a fait une thèse sur la manière dont la presse était ambivalente par rapport à l'astrologie. C'était pas sur l'astrologie du tout. C'est amusant, vous voyez. Donc, j'ai fait les premières thèses, les premières recherches. J'ai bien dit tout à l'heure, c'était pas chic sur l'homosexualité. On a eu les premières thèses sur les technivals, les rassemblements musicaux, etc. L'idée était simple, puisque j'ai cité Weber. Un fait social devient un fait sociologique. Voilà, et que donc il convenait bien évidemment de l'analyser en tant que tel, en prenant les précautions du processus d'application, et vous avez justement remarqué de l'expérience du chercheur, avec encore une fois cette espèce je dirais, d'attitude d'observation, et en même temps de réflexion sur soi-même. Voilà. Mais c'est ça mon idée. Un fait social devient un fait sociologique, c'est à nous de l'analyser. Voilà. Et justement, dans cette manière d'analyser, on pourrait dire que vous avez peut-être une grille de lecture ou un mode d'emploi, pour pas vulgairement, qui serait réactionnaire. Et alors, réactionnaire, pas ce que vous disiez tout à l'heure, pas conservateur. C'est-à-dire que finalement, le réactionnaire, c'est l'intangible, c'est l'archaïque, c'est ce qui a toujours été. C'est la tradition. Alors qu'au contraire, le conservateur, ça serait une sorte de petit bourgeois marxiste. Ça serait ça. Et finalement, vous analysez la postmodernité
avec une grille de lecture, si on voulait dire des choses un peu graves, qui serait par exemple héritée de Joseph de Maistre. Oui, non, Voilà. mais de Maistre est un auteur dont je lis chaque jour quasiment des pages parce que c'est un auteur qui m'a inspiré, comme il a inspiré des bons esprits. Je veux dire, on oublie de signaler Solers, qui a fait des très beaux textes sur de Maistre, bien sûr Sioran et puis bien d'autres. Enfin, je veux dire, de ce point de vue, les esprits aigus sont attentifs. Alors, vous avez souligné ce mot, tradar, et de la tradition, c'est ce qui a été donné, on le transporte. Ce qui est contre, dans le fond, ce qui fut la grande idéologie moderne, le progressisme, c'est-à-dire cette espèce de rouleau compresseur qui consiste à évacuer tout ce qui a constitué, je dirais, la mémoire immémoriale de l'humanité. Alors, c'est tout simplement les archétypes jungiens. Moi, je n'oublie pas qu'un de mes maîtres, puisque j'ai dit Julien Freund, j'ai aussi Gilbert Durand, qui a écrit les structures anthropologiques. Les structures anthropologiques, c'est des éléments qui sont à la fois intangibles, mais comment dire, qui servent de racine. Vous voyez, l'oxymore qui résumerait tout ce que j'ai essayé de dire là sur ce thème, c'est l'enracinement dynamique. Voilà, c'est-à-dire que la plante humaine, tout d'un coup, au-delà du progressisme moderne, se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Et donc, c'est le retour des formes traditionnelles. Le retour, j'ai écrit un livre sur le sacré, par exemple, le retour chez les jeunes générations d'une sensibilité plus religieuse, en tout cas, qui considère qu'on peut aussi comprendre le visible à partir de l'invisible. Voilà ce qu'est la tradition. Vous voyez, et c'est en ce sens. Alors, ça peut choquer en disant être réactionnaire, mais peu importe. Si on lui donne sa vraie définition, c'est celle-ci. Encore une fois, prendre au sérieux ces structures intangibles. Une dame, une grande philosophe qui m'inspire beaucoup, qui est Simone Weil, je veux dire la grande, la philosophe. Simone Weil, dans son livre L'enracinement, rappelle, vous voyez, la nécessité de ces racines avec les obligations. Alors bien sûr, ça va contre les droits de l'homme. Les droits de l'homisme sous ses diverses modulations, dont le wokisme est la forme achevée actuellement. Voilà. Les droits, les gens qui n'ont plus de devoirs mais que des droits. En gros, et voilà. Simone Weil rappelle que avant les droits, il y a les obligations. Voilà, donc les obligations, quasiment des lois de la nature. C'est tout. Et moi, je suis sensible à cela. Et aussi, ce que vous dites, vous parliez de l'oxymore, c'est que là où finalement la modernité, c'était la dichotomie, c'est ça ou ça. La postmodernité, c'est l'oxymore. Et d'ailleurs, vous avez fait, je ne sais pas si c'est des titres de livres, ou en tout cas, oui, je crois. L'instant éternel, la parole du silence. On va en parler après, la sociologie de l'orgie. Et finalement, en cela, Macron, avec son en même temps, est tout à fait représentatif de cet oxymore. Et je crois que c'était à la fin peut-être de la parole du silence où vous aviez fait un truc Macron icône ou fake de la postmodernité. Non, c'est dans un livre qui s'appelle Être postmoderne. Ah oui, c'est ça, voilà. Et il y a une postface qui n'est pas de moi, qui est d'Hélène Stroll, qui s'intitule Emmanuel Macron, icône ou fake de la postmodernité. Fake. À bien des égards. Pourquoi ? Parce qu'en effet, j'ai discuté avec lui pour tout vous avouer, précisément là-dessus, puisqu'il avait lu ce chapitre. En gros, il vulgarise beaucoup de choses. Mais en même temps, il avait reniflé. Moi, j'ai un petit mot de lui qui est dans mes archives, où suis-je vraiment postmoderne ? Donc voilà, des petits trucs comme ça. En gros, alors bien sûr, c'est l'idée de l'oxymore, c'est quoi l'oxymore ? C'est l'obscure clarté, c'est-à-dire la conjonction des choses opposées. Et en effet, le en même temps, voilà une vulgarisation, c'est tout. Et on pourrait le voir pour bien d'autres choses concernant le président, j'ai pas du tout envie d'en Macron parler. est beaucoup plus moderne que postmoderne. Moi, je le pense fondamentalement, mais il mime. Voilà, il mime. C'est pour ça que cet article d'Hélène Stroll a dit fake. Voilà. En gros, comme beaucoup de choses, c'est un théâtreux et il a reniflé certaines choses, mais fondamentalement, il reste l'énarque, bureaucrate et encore une fois avec la verticalité du pouvoir. Tout à fait, oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous dites à propos de ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est un de vos grands thèmes. C'est finalement de dire que l'époque que nous vivons, c'est-à-dire cette postmodernité, parce que beaucoup de gens la contestent, enfin voilà, très Houellebecquien, la décadence. Et vous, au contraire, vous voyez, donc, pour vulgariser toute cette postmodernité, un retour de l'archaïque, quelque chose qui va au contraire s'opposer à la modernité et finalement
tous les antimodernes d'aujourd'hui, je ne sais pas, tous les philosophes antimodernes devraient se réjouir finalement de cette époque. Et vous voyez par exemple, je peux donner quelques exemples, mais quand vous voyez, je sais pas, des tribus de cheveux bleus, vous voyez un retour du temps des tribus. Vous pouvez voir dans les grandes manifestations, par exemple, un retour de l'hédonisme dionysiaque, dans les gens sur leur téléphone, le nomadisme, enfin, on pourrait analyser ça et finalement, c'est assez amusant, ça pourrait presque être une sorte d'antidépresseur pour toute la droite française de se dire que l'époque est pas si mal. Hein. Non, non, bien sûr, en tout cas, vous voyez, vous avez bien compris. Moi, je vous l'ai dit au début, ma position n'est ni judicative ni normative. Voilà. Hein, bon. Et les exemples que vous venez de donner, oui, c'est des manifestations de cette postmodernité qui, de mon point de vue, est à l'état naissant. Hein. C'est une époque qui est à l'état naissant encore. Bon. Il se trouve que, comment dire simplement, en France, la France a été le laboratoire de la modernité. Il ne faut pas l'oublier, hein, le cartésianisme, 17e siècle, Descartes, donc, le 18e philosophie des Lumières, 19e siècle, systématisation des grands systèmes, etc. Et c'est ici que ça s'est élaboré. Et du coup, il y a, pour le dire un peu simplement, une espèce de frousse vis-à-vis de ce qui est en train de naître chez les intellectuels, mais bien sûr aussi les experts ou les politiques. Enfin, peu importe. Peu importe pour moi, j'écris un de mes livres qui s'appelle La faillite des élites. Hein, et en gros, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est ça, les élites, eh bien, restent fichés sur les grandes valeurs modernes, l'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et du coup, ne se rendent pas compte que ce qui est en jeu, oui, alors c'est les tribus. Moi, je dis le nous, hein, pour un peu à la manière heideggerienne. On est en train de quitter l'ère du jeu pour l'ère du nous. Ce n'est plus simplement le rationalisme, c'est l'émotionnel. Ce n'est plus simplement demain on rasera gratis, les lendemains qui chantent, le futur, mais c'est vivre au présent. Hein, le carpe diem d'antique mémoire, voyez. Donc, ce pour dire que il y a une vraie méfiance. Moi, j'ai eu du mal à la Sorbonne à créer quand j'ai organisé des colloques sur la postmodernité, c'était mes Brésiliens, les Coréens, les Canadiens qui venaient, mais j'avais très peu de collègues français qui a accepté cette idée-là. Et c'est encore le cas. Mais ça montre tout simplement, et c'est un autre propos, on ne va pas le faire aujourd'hui, le décalage qui existe. C'est-à-dire c'est une intelligentsia en France qui est totalement déphasée, qui est en vraie discrépance, en désaccord par rapport à la réalité. Oui, d'ailleurs, vous dites à propos de ces tribus, en quelque sorte, on pourrait dire oui, que si le pouvoir est moderne, lui, la puissance est postmoderne, et en quelque sorte, si le pouvoir reste dans ce rationalisme, toutes les tribus non. Et est-ce que c'est pour cette raison-là que, à propos de ces tribus, le pouvoir va parler de communautarisme ? Parce que souvent, dès qu'on n'aime pas les communautés, on appelle ça du communautarisme. C'est une façon de déprécier, quoi. Bien sûr, c'est une stigmatisation, de mon point de vue honteuse, mais en tout cas une stigmatisation qui ne veut pas prendre acte des évolutions actuelles, tout simplement, du fait qu'on n'est plus dans la République une et indivisible qui s'est élaborée au 19e. Hein. Et moi, je ne crache pas dans la soupe. Hein. Moi, j'en suis un produit de cette République une et indivisible, ne serait-ce que par la promotion qui fut la mienne. Mais on est dans une... Il y a le retour de la res publica, la chose publique, où, moi, je prends l'image de la mosaïque, eh bien, ces diverses tribus, il peut y avoir une cohésion à partir de la diversité. Et c'est cela qui est en jeu actuellement. Alors on dit communautarisme pour le stigmatiser. Moi, dans un de mes livres, j'ai dit non, ce qui est en jeu, c'est l'idéal communautaire en gestation. En gestation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est pas aisé. Quand on quitte une époque et quand on quitte les valeurs d'une époque, on a beaucoup de mal à apprécier, c'est-à-dire à donner son prix véritablement à ce qui est à l'état naissant. Mais c'est ça la rigueur, je dirais, que j'appelle la connaissance. Une connaissance rigoureuse, c'est de repérer des choses sans, encore une fois, juger a priori et voir qu'est-ce que cela signifie. Oui, mais alors là, parce que des gens, alors ceux qui défendent l'immigration absolue pourraient dire, évidemment, c'est formidable, l'immigration en France dans les banlieues, c'est de l'harmonie conflictuelle. Et alors là, vous avez fait déjà une début de réponse, vous dites, pas forcément, parce que dans l'harmonie conflictuelle, c'est-à-dire dans la Respublica, il y a l'idée qu'on parle la même langue, qu'on partage quand même quelque chose en commun. Et donc, on ne pourrait pas non plus dire que le fait que
qu'en France, il y ait des communautés qui ne se parlent plus, ça soit forcément de l'harmonie conflictuelle. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, vous Ouais. voyez, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Moi, pour ma part, j'essaie de le voir à moitié plein, hein. C'est-à-dire rendre attentif au fait que, et encore une fois, ce ne sont pas mes valeurs que je vais dire, mais rendre attentif au fait que, qu'on le veuille ou non, il y a des communautés diverses, avec, vous venez de le souligner, parfois des incapacités d'échanger, de parler même, hein, ou de se comprendre, c'est évident. Mais, vous voyez, quand quelque chose est à l'état naissant, j'ai l'habitude de dire c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, on voit toujours le pire. Moi, je dis, essayons de voir s'il n'y a pas des éléments qui préfigurent ce qui est en gestation. Tout comme cela fut le cas en l'an 1000, par exemple, hein, il ne faut pas l'oublier, où les barbares arrivaient. Hein, et donc, à bien des égards, il y a du barbare aussi de nos jours, bien évidemment. Mais après tout, on peut imaginer qu'au-delà des excès, moi je suis personnellement je suis fidèle à ce que disait Joseph de Maistre. J'ai toujours très peur de l'islam et de l'islamisme, hein. Joseph de Maistre avait une très belle formule. Quand je l'emploie, on me coupe sur les télés, hein, les plateaux de télé, hein. Il disait le dieu des Mahométans, c'est une divinité des razzias. Voilà. Donc, bien évidemment, moi je ne le nie pas, cela, voyez. Mais je dis, voyons en même temps des formes de générosité, d'entraide parmi ces communautés, hein. Quand on regarde sur Internet, on voit les divers réseaux sociaux, des mots comme ça, archaïques en effet, entraide, solidarité, partage, générosité. Vous voyez, c'est des mots archaïques, mais qui sont des éléments même des échanges. Alors, pourquoi ne pas miser là-dessus? Voilà mon hypothèse, hein. J'ai bien dit, hein, c'est une hypothèse, c'est un idéal en gestation, mais du coup, c'est ennuyeux et contre-productif de parler de suite de communautarisme, c'est-à-dire de le stigmatiser a priori. Et aussi, aujourd'hui, on a beaucoup tendance à parler de la violence. Alors, à un moment, c'était le terroriste. Quand je vous ai reçu à 4 ans, c'était les gilets jaunes. Maintenant, c'est les manifestants. Alors, toujours, il est toujours là, on n'a jamais vu une telle violence. On est au bord de la guerre civile. Et ce que vous dites, et j'ai cru comprendre, c'est que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toujours, il y a eu des hystéries collectives. Toujours, l'humus, quelque chose a dû s'exprimer de façon violente. Même la violence fait partie de la vie. D'ailleurs, dans l'amour, la violence est le premier sang. Et donc, finalement, c'est assez ridicule, même cette façon dont on voit. On a l'impression que tous les 3 ans, on nous fait croire que la violence arrive en France. Oui. C'est assez. Non, mais soyons clairs. Je vais quand même, si vous me permettez, citer un de mes livres qui s'appelle Essai sur la violence banale et fondatrice. Voilà. Voilà. Un livre qui est ancien. Il est de 84, je crois, mais il va ressortir en poche. Il a eu plusieurs éditions de poche, mais il va ressortir à l'automne, justement. Qu'est-ce que j'y montre là? Je dis que l'animal humain, c'est un animal. Bon, on l'oublie ça. Et que donc, dans tout animal, il y a de l'agressivité. Et donc, nous avons bien sûr cette charge d'agressivité. Il ne sert à rien de la dénier, hein, mais de voir comment, en quelque sorte, les sociétés équilibrées ont su ritualiser, homéopathiser, hein, rendre passable cette structure, là, en restant sur ces termes, cette structure anthropologique, hein. Je cite toujours cette phrase d'Héraclite, hein, le conflit est le père de toutes choses. Hein, voilà. Et dans cette phrase d'Héraclite, on a, et ça a été repris bien évidemment par Heidegger, cela, montrant que il y a quelque chose qui est toujours en effet potentiellement violent. Vous avez souligné que même dans l'acte d'amour, il y a le sang qui coule, à bien des égards, hein, voilà. Et que donc, du coup, plutôt que de faire de la dénégation, il suffit de voir, encore une fois, je dis bien, comment on peut arriver à s'en protéger. Si vous me donnez encore 30 secondes, je rappellerai ce qu'est le mythe de Thèbes, qui était la ville fondatrice, hein, c'est Dionysos. Ah bah, on va en parler. La transition est parfaite. Voilà. Alors, on dirait que vous avez préparé avec moi. Voilà, dans le Thèbes, donc c'est Cadmos, voilà, le fondateur mythique de cette cité. Il a 2 petits-fils et il donne la gestion de la ville à Penthée. Hein, Penthée qui est dans le fond le technocrate du moment, l'énarque de l'époque, qui rationalise tout. Et le mythe commence, et je le rappelle dans mon livre sur Dionysos, que dans le fond, cette ville a racheté le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Tout est en ordre. Et c'est à ce moment-là que les femmes
conduites par Agavée, qui curieusement est la mère d'ailleurs de Pentée, vont chercher le second petit-fils de Cadmos, qui est Dionysos, qui est le type un peu ambigu. Il est d'abord de l'autre côté de la mer Égée, il est métèque, il est bifronce, c'est-à-dire qu'il a une face d'androgyne et l'autre côté qui est le grand gaillard barbu. Vous voyez, une ambiguïté sexuelle. C'est un dieu que l'on appelle, les historiens de religion appellent chtonien, c'est-à-dire de la terre, de cette terre-ci et pas simplement du ciel. Bon, peu importe. Et alors à ce moment-là, c'est les fameuses bacchanales, les Dionysies. Le sang coule à minima, Pentée est tué et la cité retrouve son âme. Voilà une gestion, je dirais, de la violence qui n'est pas la dénégation ni la valorisation. In medio stat virtus. Oui, tout à fait. C'est au milieu qu'il y a la vertu. Et alors, on en arrive, l'ombre de Dionysos, qui est réédité aux éditions du Cerf. C'est un livre de 1982 qui s'appelle Contribution à une sociologie de l'orgie. Et Durkheim disait que dans chaque époque, il y a une figure fondatrice, tutélaire. La modernité, ça serait Prométhée. Et la postmodernité, ça serait Dionysos. Alors, est-ce qu'on pourrait dire finalement que Dionysos, c'est un peu... si Prométhée c'est le rationalisme, Dionysos ça serait par exemple le sensuel, Dionysos ça serait un peu l'animalité en chacun de nous, ça serait un peu ce que Grodeck appelait le ça serait en fait tout ce qu'on a de pas forcément rationnel, les passions, tout ce qui n'est pas dans l'ordre de ce qui pourrait être catégorisé. Alors oui, avec une petite nuance si vous le permettez. Là encore, je suis confus, mais j'ai écrit un de mes livres qui s'appelle Éloge de la raison sensible. Et pour moi, Prométhée ou Apollon, Prométhée c'est le dieu du travail, Apollon c'est la divinité uranienne, c'est-à-dire purement de la raison, et avait mis l'accent uniquement sur un aspect de l'humain. En la matière, le rationalisme. Ce que fait Dionysos, c'est cette espèce de conjonction raison sensible. Vous voyez, un petit écart philosophique qu'on trouve bien sûr chez Aristote, qui ensuite a été repris par saint Thomas d'Aquin. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Nihil est in intellectu que non fiut prius in sensu. Belle phrase de saint Thomas d'Aquin. Et pour moi, Dionysos, c'est un peu ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'à la fois, conjonction, c'est pas irrationnel, de la raison, et en même temps conforté par les sens, c'est-à-dire tout simplement le corps et l'esprit. Et de mon point de vue, il y a là cette dimension de l'entièreté de l'être individuel et collectif. Vous avez souligné tout à l'heure que la modernité, c'était la séparation. C'était le grand concept d'Hegel, ensuite de Marx. Et l'autre grand système qui s'élabore au 19e, Freud, c'est la Spaltung, la coupure. Voilà. Donc on sépare, on coupe la nature, la culture, le corps, l'esprit, etc. Alors que la figure, qui est de mon point de vue une figure emblématique pour la postmodernité de Dionysos, c'est cette espèce de conjonction. La coïncidence des choses opposées. Voilà. Et c'est en ce sens que, de mon point de vue, si je reprends cette expression durkheimienne, c'est une figure emblématique de ce qu'on voit chez les jeunes générations. Moi, je reçois beaucoup encore des jeunes qui viennent parler avec moi, des philosophes, des Sciences Po, n'importe quoi. Et je vois bien qu'ils ont cette capacité de penser et en même temps ce désir de jouir, de vivre, où le corps a sa place. Voilà un peu en quoi la figure de Dionysos me paraît être une figure caractéristique. En 1982, vous appelez ça l'ombre de Dionysos. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez pu carrément mettre Dionysos plutôt que l'ombre de Dionysos ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'éditeur voulait qu'on mette Dionysos. Ah oui. C'est moi qui n'ai pas voulu parce que ma figure, si vous voulez, c'était... il y avait deux sens dans l'ombre de Dionysos. C'était de voir que cette ombre de Dionysos se répandait sur les villes contemporaines. Voilà, c'était l'ombre qui se répandait. Et deuxièmement, à l'encontre justement de l'aspect purement éclairé, l'Aufklärung, qui est les Lumières, la philosophie des Lumières. Moi, je rappelle que tout individu, quel qu'il soit, a cette face obscure. Il y a un homme sans ombre est un zombie, c'est un mort-vivant, si je puis dire. Voilà. Et une société sans ombre n'existe pas. Alors, c'est en ce sens que je continue à considérer que l'ombre de Dionysos, dans les deux aspects que j'ai donnés, ce qui se répand sur nos mégapoles contemporaines et le fait qu'il y a toujours de l'ombre en soi, était intéressant de garder cette figure-là. Et alors, les gens vont être très déçus parce qu'ils lisent sociologie de l'orgie. Alors, ils s'imaginent plein de choses. En fait, non. Ce que vous appelez l'orgie, ça serait les passions communes. On pourrait dire l'émotionnalité,
C'est exactement ça. C'est un terme sociologique, en fait. C'est pas... Oh, sociologique, bon, j'en sais rien. Disons que, je le rappelle dans la préface, je crois, de cette nouvelle édition, que orgué, en grec, c'est les passions. Voilà. Ouais, c'est les passions communes. Et alors, bien sûr, c'est pas, je le regrette, c'est pas un livre sur la partouze. Si Oui. j'avais fait, ça m'aurait rapporté beaucoup plus de sous. Hein, Voilà, à bien c'est des ça. Ça égards, aurait été... s'il avait été un livre coquin. Non, c'est un livre où je montre qu'il y a le retour de ces diverses émotions. Je rappelle, puisque 2 ou 3 fois j'ai cité Max Weber, que dans son livre fameux qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il montre que ce qui va prévaloir à partir de la réforme protestante, ce qui va devenir la modernité, hein, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est, dit-il, rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. Voilà. Et cela aboutit à la fameuse expression weberienne du fameux désenchantement du monde, hein, Entzauberung der Welt, désenchantement du monde. Voilà. Moi, je considère, si vous voulez, que voilà, qu'il y a à bien des égards le retour de ces passions, hein, de ces émotions, de ces affects. J'interviens, vous voyez, très souvent pour des chefs d'entreprise qui réfléchissent justement comment manager avec ces jeunes générations. Et ils m'expliquent que jusqu'alors, ce qu'on leur apprenait dans les business schools, c'était le fameux système de Taylor. Hein, quand Ford, dans les années 20, pense le management des entreprises, c'est évacuer les affects, les sentiments, les passions pour ne garder que la raison. Voilà. Et c'est cela qui est fini. Hein, c'est cela qui fait que d'une certaine manière, on voit bien comment chez ces jeunes générations, j'ai dit tout à l'heure raison sensible, il y a cette conjonction de choses qu'on avait évacuées, mais qui jouent un rôle important. Le mot qui est de plus en plus employé actuellement, alors que c'est un néologisme qui n'est pas dans le littré, c'est émotionnel. Et le mot émotionnel, oui, bien sûr, et ne caractérise, ce n'est pas le mot émotif, ça c'est une caractéristique psychologique. Le mot émotionnel vient de l'allemand Stimmung, ambiance, hein, c'est-à-dire ce dans quoi l'on baigne. Alors émotionnalité sportive, musicale, voire politique, hein, de voir, moi je vois passer là dans dessous de chez moi les diverses manifestations politiques, il y a une dimension ludique, hein, festive, vous voyez. Alors voilà, c'est ça qui me paraît être la forme de, c'est ça l'orgueil. C'est ça, en son sens étymologique, le retour des passions. Et aussi, ce que vous dites, c'est qu'on pourrait penser que Dionysos ne va pas de soi avec l'ordre, et au contraire, vous dites ordo ab chaos, c'est-à-dire en quelque sorte que c'est en ritualisant ce qui n'est pas ritualisé ou homéopathisé devient pervers. C'est à ce moment-là, ce qui n'est pas ritualisé, c'est à ce moment-là que l'animalité devient de la bestialité. En quelque sorte, les passions, tout ça... Si on ne les organise pas, je crois qu'il y avait une phrase de Saint-Augustin dont je ne me souviens plus, si on n'organise pas ces passions, si on n'organise pas ce Dionysos, là, oui, bien sûr. on tombe dans le pervers et la bestialité. Vous avez dit là une formule que j'emploie, mais que j'emprunte, j'aime bien rendre à César ce qui lui revient, à Heidegger, hein, en disant le siècle dernier, eh bien justement en niant l'animalité, on a abouti à la bestialité. Et les camps de concentration, communistes ou nazis, en sont l'expression, à bien des égards. Voilà. Parce que c'était dans cette... Il ne faut pas oublier, c'était très rationnel dans la fois le système communiste ou même le national-socialisme en son début. Vous voyez, c'était moderne. Exactement, c'était la poussée de ce qui était, à bien des égards, la raison poussée jusqu'au bout. Voilà. Alors, et ça aboutit à la bestialité. Voilà. Alors que ce qui est l'attitude prémoderne, pour moi, le Moyen-Âge, à bien des égards, ce qui va être, de mon point de vue, la postmodernité, eh bien, ça va être, vous avez employé le mot que j'ai dit souvent, cette espèce de ritualisation de la violence, hein, des excès. Et la formule ésotérique que vous venez de rappeler me paraît fort juste. Ordo ab chaos. Hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une mutation de fond, hein, une transmutation épocale, si on le dit de manière un peu châtillée, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre du désordre. Mais c'est à partir de ce désordre que va se créer un ordre qui est en gestation. C'est le va-et-vient qui existe, il ne faut pas l'oublier, hein, entre la décadence et la renaissance. Hein. Chaque fois qu'il y a une décadence, on a peur du mot décadence en France. Alors qu'il dit bien ce que ça veut dire, décadar, quelque chose tombe.
hein. Mais en même temps, à partir de ce qui tombe, eh bien, il y a une recréation. Alors, renaissance, résurrection, reconstruction, peu importe les termes. Vous voyez, moi là-dessus, je n'ai pas de fétichisme particulier. Mais il faut avoir le courage de reconnaître que c'est quand on sait, dans le sens simple du terme, manœuvrer, faire avec, s'ajuster, Ouais. avec des éléments de désordre, qu'on peut arriver à un ordre non moins important. Il n'y avait pas une phrase d'un écrivain qui disait quand un mystère nous dépasse, feignons de l'organiser ou quelque chose comme ça. Je sais plus de qui c'est. Je ne sais plus qui, Peut-être mais d'Oscar Wilde ou un truc. vous avez raison. Je sais plus. C'était le cas. Mais ce qui est important en la matière, vous voyez, c'est de voir comment il y a une espèce de, comment dire, de recommencement éternel quand on regarde sur 2000 ans l'histoire humaine. Si vous me permettez, vous voyez, les deux mots qui sont d'une grande banalité, qui furent, dit-on, les premiers mots écrits sur la pierre, dans notre culture gréco-latine, c'est la phrase d'Anaximandre de Milet, qui dit en grec « Genesis kai phtora, phtora kai genesis ». Ça veut dire « genèse et déclin, déclin et genèse ». Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui montre qu'il y a un processus constant, en quelque sorte, d'épanouissement, de dépérissement, d'épanouissement, etc. Voilà, c'est tout. Et dans le fond, la post-modernité, c'est reconnaître cela, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a l'impression, alors je vais redescendre un petit peu, être beaucoup plus... Mais aujourd'hui, je pense notamment à la prohibition, par exemple. On interdit les choses. Je pense aujourd'hui notamment par exemple, à l'interdiction de la prostitution. C'est-à-dire quand quelque chose aujourd'hui nous déplaît, tout ce qui pourrait ressortir du Dionysos, on l'interdit. Alors que par exemple, la manifestation, ça pourrait être tout à fait du Dionysos, parce que on accepte que il y ait de la violence dans la rue, qui est institutionnalisée, qui est organisée. C'est-à-dire les manifestations, ça dégénère un peu, mais tout ça est organisé, c'est assez institué. Il y a eu le premier, mais il y a toujours une manif, ça dégénère un peu, mais c'est organisé. Et on pourrait se demander pourquoi, d'ailleurs, par exemple, la drogue en France, c'est assez institutionnalisé. C'est-à-dire, c'est interdit, mais en même temps, il y a une tolérance. En même temps, on sait que ça tient un peu les quartiers. Est-ce qu'on a l'impression que... ce que vous dites finalement, et ce qui pourrait être dans le programme politique, c'est que il faudrait tout ce qui finalement nous est désagréable, tout ce qu'on rejette, je pense notamment à votre fille qui est l'avocate des syndicats de la prostitution, faudrait presque le légaliser pour pouvoir l'organiser. Oui, moi, si vous voulez, je suis quand même de sensibilité anarchiste, il ne faut pas l'oublier, et libertaire. Je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, La connaissance ordinaire, que vous avez cité. En rappelant ce qu'est la formule d'un théoricien de l'anarchie qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Élisée Reclus, et qui dit l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Voilà. Alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'il peut y avoir, c'est mon hypothèse, un ordonnancement du monde dans leur diversité, à bien des égards, sans qu'il y ait une verticalité qui impose des lois. C'est en ce sens qu'il y a actuellement en France une attitude, on va dire, tout simplement très moralisante. Le moralisme, c'est quoi? Repose sur une formule nietzschéenne, une logique du devoir-être. Non pas ce qu'il est, mais ce que devrait être le monde, ce qu'on aimerait qu'il soit, etc. Et de fait, actuellement, cette élite, de mon point de vue, déphasée, sous ses diverses, gauche et droite confondues d'ailleurs, de ce point de vue, reste très moraliste. Alors que il y a un ordonnancement des choses qui est en gestation, en particulier chez les jeunes générations. Voilà. C'est en ce sens que je dis, méfions-nous des lois. Et la France est un des pays où je ne sais plus combien, 36 000 lois édictées, donc, et ça continue, à bien des égards, bien sûr. Voilà. Et est-ce que finalement, d'ailleurs, cette morale actuelle qui vient de l'État est presque pire d'une certaine façon que la morale catholique? Parce que la morale catholique, et c'est pour ça que vous disiez aussi que vous étiez catholique mais non chrétien, je vais vous interroger là-dessus, il y a quand même la confession, il y a quand même la rémission, c'est ce qu'il n'y a pas dans le protestantisme, c'est-à-dire on est catholique car on est pécheur en quelque sorte. Et l'Église a été créée pour les pécheurs, pas pour un homme parfait. Alors que finalement, dans la morale aujourd'hui du pouvoir, il n'y a pas de rémission possible, il n'y a pas de confession possible. On est condamné, c'est du protestantisme. Mais je pense, vous le savez, que ce qui a été la modernité, j'ai cité Max Weber, c'est sur la base de la réforme protestante, soyons clairs. Et dans tel ou tel de mes livres, je considère que même l'Église, dans son aspect officiel, malheureusement, tente à se protestantiser. Oui. Mais voilà, il se trouve que dans le catholicisme, il prend acte, et c'est même depuis, bien évidemment, Saint-Augustin, mais on le voit d'une manière constante.
et en particulier chez saint Thomas d'Aquin, la reconnaissance qu'il y a le péché, qu'il y a le péché, qu'il y a l'imperfection, disons, sous ces diverses modulations, avec cette capacité, par le biais de la confession, de s'en libérer, ou en tout cas de le nuancer, et de faire qu'il y a que la vie est une suite, à bien des égards, de moments où on peut pécher, où en même temps il y a cette générosité et tout à l'avenant. Voilà. Alors, ça, c'est le moralisme ne le comprend pas. Moi, je fais une distinction, puisqu'il y a des quantités de termes qui sont utilisés l'un pour l'autre, entre la morale et l'éthique. Ouais. La morale, c'est ce côté imposé, la verticalité, encore une fois, du pouvoir. L'éthique, en grec, ethos, c'est le ciment. Ouais. Et donc, il peut y avoir des quantités, j'avais écrit un article à l'époque pour provoquer un peu mes chers collègues, ce que j'appelais l'immoralisme éthique. C'est-à-dire, telle attitude de telle tribu est immorale, mais éthique, non, elle serre les coudes, elle fait ciment, en quelque sorte. Voilà. Et de mon point de vue, c'est quelque chose de cet ordre qui est en gestation. Il y a d'un côté le pouvoir avec sa morale imposée, imposante, et puis une multiplicité de petites éthiques qui constituent, alors je dis tribu, communauté, peu importe le terme là-dessus, je n'ai pas non plus de fétichisme, mais quelque chose qui fait qu'il y a un lien, ça tient ensemble. Et ce qui se passait, vous avez souligné dans les manifestations, c'était très intéressant. D'abord les gilets jaunes, premièrement, mais les multiples manifestations de nos jours, moi je dis, c'est être ensemble pour être ensemble. Oui. Alors il y a toujours besoin d'un prétexte, c'était l'essence pour les gilets jaunes, le prix de l'essence. Là, c'était la retraite. Je dois vous avouer que je ne considère pas que la retraite soit le vrai problème. Oui, d'ailleurs, la plupart, moi, beaucoup de gens qui me disaient qu'ils allaient manifester, ils voulaient m'inviter à des manifestations, et j'y suis même allé à une, et je n'avais aucune idée pourquoi manifester. Bien sûr, moi, je pensais que c'était pour la réforme. En fait, c'était contre. Il m'a dit, comme on s'en fout, on manifeste un peu contre tout. Voilà. Et en gros, c'est ça. Retenez ma définition. Être ensemble pour être ensemble. Ce qui est la dimension émotionnelle. C'est-à-dire vibrer. On a un mot en sociologie. Tiens, je vais dire un concept sociologique pour une fois. Syntonie. C'est-à-dire les vibrations communes. Et alors que la modernité avait séparé les individus les uns par rapport aux autres, c'est le cogito ergo sum, je pense donc je suis de Descartes dans la forteresse de mon esprit. Là, au contraire, si vous voulez, il y a ce processus de vibration commune. Et alors les manifestations en sont des expressions. Les grands rassemblements musicaux, le dernier là, qui s'est passé il y a quelques jours dans l'Indre, pour moi c'était la même chose qu'une manifestation. Pardon ? Les élections où là il y a de l'abstention. Il ne faut pas l'oublier. Ça, et même dans les moments quand il y a un total terroriste de recueillement, il y a de ça. Pour moi, les élections, c'est une forme de soulèvement actuellement, puisqu'il y a 53% d'abstentionnisme, et ce qu'on ne dit jamais, il y a 84% des jeunes de 18 à 34 ans qui ne votent pas, ce qui n'est pas rien. Voilà. Alors voilà une forme de soulèvement aussi, à l'encontre de ce qu'on dit. Une fois qu'on a additionné l'abstentionnisme, les non-inscrits sur les listes électorales, les votes blancs et les votes nuls, un élu, quel qu'il soit, d'un président au député, représente 10 à 11% de la population. C'est plus de la représentation. Vous voyez, on n'est plus dans la représentation. Oui, mais je disais pas les élections dans le sens dans la mesure où la personne représente ce par qui il a été élu. Je disais plus les élections comme moment. C'est-à-dire un moment, finalement, même finalement, les gens qui ne votent pas ou voter blanc, à un moment vont être rassemblés le soir de l'élection, vont s'y intéresser. Non, mais ce qui est... Il y a voilà. Bien sûr, ce qui est certain, et je suis en accord avec vous, disons, tout est bon pour être ensemble. Voilà, c'est ça. En gros. Et ça, c'est plus justement l'individualisme, si vous voulez, qui a été la grande marque de la modernité. Je dis bien, c'est le nous. Et ce nous, alors c'est tribu, communauté, peu importe en la matière le terme, mais encore une fois, cette idée de serrer les coudes, d'être ensemble. Vous voyez, quand j'ai écrit mon livre Le temps des tribus, je rappelais que, c'est une métaphore, ma tribu, mais les ethnologues nous montraient que dans les jungles, stricto sensu, la tribu, c'était pour serrer les coudes contre l'adversité végétale, animalière, d'autres tribus, etc. Et je disais, prenant cette métaphore, je disais, dans ces jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines, la tribu, ça a exactement la même fonction. Alors, Internet aidant, c'est la tribu sexuelle, musicale, religieuse, sportive,
sportive, peu importe en la matière. Vous voyez, pour moi, actuellement, la tribu, c'est le partage d'un goût. Mais être ensemble pour être ensemble. Voilà mon hypothèse. Oui, tout à fait. Et même, moi, un exemple tout à fait personnel, mais quand j'étais au lycée, un petit garçon timide, j'avais pas tellement d'amis, et je cherchais à me faire des amis, et on m'avait dit, je sais pas, aller au club d'échecs, ou je sais pas, aller au tennis, là. Et on m'a dit, fais pas ça, le seul endroit où tu te feras des amis pour la vie, où tout le monde sera très réuni, où on se fait là, c'est les choses politiques. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, toute la politique, c'est presque devenu un prétexte. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose la plupart des gens qui s'intéressent à la politique en France le font, en effet, pour être ensemble. Oui, non, mais là, ce serait un autre développement. Moi, je pense qu'actuellement, les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. Ça, c'est un autre domaine. Je veux dire, il est intéressant de voir. Je le dis avec simplicité, parce que demain, je vais parler devant un rassemblement des jeunes. Vous voyez, donc, dans un parti politique. Quel parti ? Je vous le dis pas. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il y a des petits trucs comme ça. On essaie de rassembler les jeunes. Mais pour tout vous avouer, moi, je vois, il y a encore quelques décennies, quand je faisais mes cours à la Sorbonne, il y avait cette connotation politique était présente, elle était réelle. Les 2 dernières décennies, c'était plus du tout le cas. Il n'y avait plus d'adhésion à telle idéologie, qu'elle soit de gauche ou de droite en la matière. Voilà, mais peu importe. Disons qu'actuellement, les vibrations communes, c'est ailleurs que ça se crée. Alors, en effet, c'est dans les prétextes musicaux, sportifs, consomatoires, religieux, peu importe. Le développement des pélérinages à Chartres dans quelques jours sera, de ce point de vue, intéressant, par exemple, à observer. Voilà, mais alors, j'ai une question tout à fait anecdotique auquel j'ai pensé, parce que vous parliez du protestantisme, et qui est un peu, on pourrait dire, votre ennemi, parce que toute votre œuvre, enfin voilà, je pense sans m'avancer. Et pourtant, vous êtes très attaché aux Cévennes. Vous venez d'un petit village, Gressac. Vous parlez beaucoup des Cévennes. Voilà. Et j'ai pensé, mais c'est tout à fait protestant. Alors, tout à fait, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, dans ce petit village qui est le mien, le temple protestant est très important. Était bien plus ancien que l'église, puisque l'église n'a été édifiée qu'à la fin du 19e siècle, parce qu'il y a eu l'apport des Espagnols, des Italiens, mon grand-père, beaucoup de Polonais, des Tchèques, qui sont arrivés. C'était un village de mineurs, pour travailler dans les mines. Voilà. Donc là, il y a une église. Alors, mais à Gresse-Sac, il y a, ce partage. Le problème, c'est que le temple est totalement déserté. Il n'y a plus du tout, pas un seul protestant qui y va. Pour tout vous avouer, chassez quand même. Pour tout vous avouer, il voulait me le laisser. Puis j'ai plus l'âge pour faire ça, pour organiser des grands colloques internationaux. Un très beau temple avec une acoustique remarquable, etc., qui était en effet le temple protestant du coin. Voilà. Mais bellement entretenu par la mairie, mais qui est vide maintenant. Enfin, je veux dire, alors voilà, dans ce village, vous m'avez posé la question, donc je vous réponds. Il y a un reliquat même infime de protestants, et quand même il y avait cette arrivée des catholiques, voilà, qui était là, qui était l'élément. Et moi, dans ma jeunesse, c'était ça qui était le plus important, quand même. Et est-ce que aussi, même si il y a des protestants, ça reste des protestants méditerranéens, et j'ai l'impression, en lisant votre œuvre, que vous êtes fondamentalement un méditerranéen ou un latin, je ne sais pas quelle est votre expression, mais il y a beaucoup de ça aussi. C'est évident. Même l'idée de je ne sais plus, vous aviez une expression sur le fait de même le dîner, vous savez, de se réunir. Mais bien évidemment. Moi, j'ai considéré que la prévalence du protestantisme, ça a été l'américanisation du monde. Voilà. C'est plus le cas maintenant. Je considère, et cela a été dit de plus en plus, moi je m'y suis employé aussi, à dire qu'il y avait un retour de la latinité. Voilà. Et alors, même les protestants de mon petit village de Gresse-Sac avaient un petit côté latin, bien évidemment. Mais au-delà de la pure et simple dimension de ce grand rationalisme du protestantisme, il y a le retour de l'affect, ce qui est le catholicisme, ce qui est la liturgie sous ses diverses modulations. Voilà, en quelque sorte, un de mes livres s'appelle La nostalgie du sacré, ou un des derniers qui vient de paraître qui s'appelle Logique de l'assentiment, où je m'inspire du cardinal John Newman, et c'était pour montrer l'importance justement de dire oui à la vie à partir d'un partage liturgique. Voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre, vous allez peut-être me contredire, mais je sais que vous êtes un spécialiste du vin, vous avez pas mal écrit sur le vin, et c'est assez étonnant parce qu'on aurait pu penser que là où, par exemple, le vin allait être remplacé par la drogue, alors que le vin, il y a quelque chose de commun, il y a quelque chose de
c'est à plusieurs le vin. Le vin, c'est finalement assez postmoderne. Alors que la drogue, il y a un côté souvent très individuel. On se drogue seul, mais on boit à deux. Donc, on a l'impression que finalement, malgré tout, le vin est resté. Et malgré tout, le vin n'a pas du tout disparu. Et finalement, là, voilà. J'en suis conscient. Un des chapitres de mon livre, L'ombre de Dinosaure, s'appelle Bacchus fédérateur. Voilà. Bacchus fédérateur. Et pour la fine bouche, je rappelle, et je le disais souvent à mes chers collègues qui étaient assez ignares là-dessus, que l'étymologie du mot symposium, ça signifie en grec boire du vin ensemble. Vous voyez, voilà, donc, c'est ça. C'était le banquet platonicien, on buvait du vin ensemble. Non, je crois que le vin reste une valeur indéniable. Moi, personnellement, j'ai la chance d'être dans des diverses confréries vineuses, comme l'on dit. Je suis à l'Académie des vins de Bordeaux, je suis à la plus vieille confrérie vineuse de France, qui est Saint-Andiou, à Béziers, dans mon département, au Châteauneuf-du-Pape, etc. Voilà. Donc, vous avez compris. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce côté de fédérateur dans le partage. Et donc... et aussi une manière, je dirais, d'en éviter les excès. Ça, c'est évident. J'ai souvent été invité en Finlande et en Suède, il y a quelques années, parce qu'il y avait là, je ne sais plus si c'est le cas actuellement, un monopole de l'État qui s'appelait Alcool. Et Alcool interdisait la vente des vins toute la semaine jusqu'au vendredi. Et du coup, le vendredi, les jeunes achetaient ça et étaient roulés dans les caniveaux, vous voyez, pour dire qu'ils n'avaient pas le sens des choses. Et moi, j'avais été invité, parce qu'un de mes anciens étudiants faisait partie de cette association Alcool, enfin le côté recherche, et pour leur montrer qu'au contraire, il fallait ritualiser l'usage du vin, sinon on tombait dans ce qu'on voyait le vendredi, ou dans les caniveaux finlandais ou suédois, les jeunes se pétaient la gueule, pour le dire un peu simplement, vous voyez. Donc du coup, il convient d'apprendre, de faire l'apprentissage, une initiation au vin pour éviter qu'il devienne pervers. Oui, mais pourtant, je pourrais vous dire, vous m'aviez dit une fois, je ne suis absolument pas un alcoolique, je reste un ivrogne. Oui, c'est vrai. Au fond, vous avez un petit côté finlandais. Ah oui, en ce sens, non, je voulais dire, non, on va oublier ce que j'ai dit pour la Finlande. L'ivrogne, c'est celui qui boit ponctuellement en communauté, si je puis dire. Je ne peux pas boire seul. Alors que l'alcoolique, c'est le fait que d'une certaine manière, on ne peut pas se passer de l'alcool. Oui, tout à fait. Voilà. Et moi, je dois vous avouer que quand je suis seul, je ne bois pas. Donc, de ce point de vue, je considérais que je n'étais pas un alcoolique. Mais régulièrement, et mon malheur, c'est que ce régulièrement devient un peu trop fréquent. C'est qu'il y a des gens qui viennent me voir et en échange, on papote, on parle, et en popotant, en buvant. Oui, d'ailleurs, l'alcoolique n'est jamais ivre. Non, bien sûr. Voilà, oui, bien sûr. Voilà, non, mais c'était une petite distinction pour dire les sociétés équilibrées et les gens équilibrés savent nuancer. Bien sûr. Savent justement point trop n'en faut, ni quid ni miss en latin. Point trop n'en faut. Voilà. Écoutez, Michel Maffezoli, merci beaucoup. Alors, le livre s'appelle L'ombre de Dionysos. C'est aux éditions du Cerf. Ça vient d'être édité en poche. Et est-ce que vous sortez un nouveau livre, je crois, non ? Non, j'ai sorti en janvier 2 livres. Mais celui qui sort sur la franc-maçonnerie. Alors, à la mi-août, en effet, je sors un pamphlet qui va être très violent contre le Grand Orient. Mais on ne peut pas en parler. Voilà. Il faudra le faire ultérieurement. Voilà. il est fini et il va susciter beaucoup de polémiques et beaucoup de bruit. Je montre en quelque sorte comment la franc-maçonnerie a oublié un peu ce qu'était l'essence de l'ordre maçonnique pour devenir un club politique. Tout simplement, voilà. Socialisant ou marxisant, et de ce point de vue trahi. Véritablement ce qu'était l'origine. Moi, je le sais par Gilbert Durand, qui est mon maître, et qui avait écrit des livres très beaux sur les mythes fondateurs de la franc-maçonnerie. Donc voilà, mon livre va s'appeler Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. Ah, très bien. Merci beaucoup, monsieur Maffezoli. Merci beaucoup à tous. Salut et fraternité.